Du coup, on va continuer à parler de Donald Trump indirectement, puisqu'on va parler maintenant du cessez-le-feu à Gaza. Donc, il y a eu un accord quand même entre Israël et le Hamas, de ce qu'on appelle le plan Trump. Donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi c'est la situation géopolitique et diplomatique qui a amené Trump à faire un espèce de petit revirement quand même, un retournement de veste. Maintenant, il est là en mode « je vais faire la paix à Gaza ». Probablement qu'il a envie d'aller gratter un prix Nobel de la paix, alors que c'est un immense fasciste, on vient de le voir dans le truc différent. Quand on parle de politique intérieure par rapport aux États-Unis, Trump est en train d'instrumentaliser, enfin de récupérer l'armée pour des raisons de politique intérieure, pour vouloir aller, à un moment donné, envoyer l'armée sur des villes tenues par les démocrates, quoi. Donc c'est un immense fasciste totalement zinzin, évidemment. On va absolument pas sucer Trump pour ce plan, mais ce plan est symptomatique d'une évolution diplomatique à l'international, et c'est plus de ça dont on va parler maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer avec un petit extrait. Je ne sais pas ce que c'est que le super profil. Enfin, un petit sujet de BFM, juste pour voir, quoi, juste pour introduire. Guerre à Gaza, accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Donc là, c'est censé être un accord de cessez-le-feu définitif, premièrement. Les deux accords de cessez-le-feu précédents n'étaient pas censés être définitifs, c'était censé être des trêves. Et les deux derniers accords de cessez-le-feu, c'était sous l'administration Biden et pas sous l'administration Trump. Donc là, c'est une première où c'est un plan de cessez-le-feu sous Trump et qui a velléité, normalement, qui a volonté à être définitif. Donc le plan est extrêmement imparfait, il ne fait que pérenniser la situation coloniale par rapport aux Palestiniens. Il vise aussi à déposséder d'une certaine manière, faut même totalement, les Palestiniens de leur destin, en mettant ça sous tutelle un peu d'un truc international avec les États-Unis, Trump et le Royaume-Uni, Tony Blair dedans, ce qui est absolument une honte absolue et qui est vraiment en mode du colonialisme by the book, quoi. Mais quand même, force est de constater que peut-être qu'on va vers un cessez-le-feu à Gaza pour de vrai. Ça a commencé un petit peu à se retirer de la bande de Gaza, ça va commencer en tout cas. Les lignes de front sont en train de reculer pour permettre la libération des otages par le Hamas qu'ils ont accepté. Le Hamas a accepté ces termes-là. Donc à voir, mais on peut aller vers un cessez-le-feu. C'est pas impossible. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, on va commencer à voir des camions d'aide humanitaire rentrer dans Gaza et ça sera pas piloté par ce qu'on appelle la Gaza Humanity Foundation, qui était un truc américain de pseudo-humanitaire. En fait, ils ont utilisé ça pour tuer 2000 Palestiniens. C'est horrible. Tuer des Palestiniens pendant des distributions d'aide alimentaire, quoi. Vous voyez ? Et donc là, ça sera pas ça passera par l'ONU directement. Peut-être, alors faut pas s'avancer trop tôt, mais moi, ça fait quand même 2 semaines que je suis ça, et je voyais déjà des gens, notamment Pascal Boniface et des experts un peu en géopolitique, dire là, il y a espoir pour qu'il y ait un cessez-le-feu, et surtout, la rentrée de l'aide humanitaire assez massivement à Gaza pour, voilà, quoi. En mode stop the genocide, quoi. Donc il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, etc., etc. Et dans le cas même où le plan Trump va jusqu'au bout et que Tsahal sortir de la bande de Gaza et que l'aide humanitaire rentre dans Gaza, si ça arrive, c'est possible que ça arrive. Si jamais ça arrive, bah c'est bien parce que ça fera que de l'aide humanitaire rentre dans Gaza. Donc rien que ça, on peut s'en réjouir. Mais attention, parce que derrière ce plan Trump, il y a aussi pérenniser l'état de fait colonial par rapport à la Palestine et déposséder les Palestiniens de leur destin. C'est extrêmement imparfait et puant cette histoire, mais peut-être que ça pourra quand même amener à une fin des massacres, au moins temporaire. Et moi, si je vois des camions de ravitaillement rentrer dans Gaza, dans le premier plan qui avait été donné, il parlait de 600 camions par jour. 600 camions par jour, quoi. Donc c'est horrible, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est même pas vraiment une victoire, quoi. Effectivement, c'est le feu après plus de 600 000 morts. Alors, je sais que les chiffres officiels, c'est plus de 60 000 morts. Selon l'étude du Lancet et d'autres, c'est au moins 200 000. Je sais pas combien c'est exactement. 600 000, moi, j'ai pas vu ce chiffre. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Dans tous les cas, que ça soit 60 000, 100 000, 200 000, 300 000, je sais pas exactement combien c'est dur de dire parce que tu prends les morts officiels et ceux qui sont sous les décombres et ceux qui sont morts de la famine, etc., etc. Je sais pas exactement, c'est dur de dire un chiffre, mais que ça soit 60 000 la fourchette basse, on va dire près d'un demi-million la fourchette haute, quelque chose comme ça, je veux dire, on s'en bat les couilles. Dans tous les cas, il y a 1000 fois trop de morts et dans tous les cas, il y a un génocide qui est en train de se passer, quoi. Donc évidemment que ça arrive trop tard, évidemment que c'est horrible, évidemment que c'est dur de se réjouir de ça. Mais moi, personnellement, si je vois des camions humanitaires rentrer dans Gaza et la fin des bombardements, bah force est de constater que quand même... oui, Zalcher, oui, effectivement, ta blague... Si tu contestes le chiffre de Krohn, c'est une chose, mais là, ironiser en disant 100 millions même, j'avoue, Zalcher, tu sais très bien qu'il n'y a pas de souci avec toi sur le chat, au sens où parfois t'es pas d'accord et tu t'embrouilles, mais là, franchement, je trouve qu'effectivement, t'as une certaine légèreté pour parler de ça qui, moi, me dérange, donc je te mets un time-out, ok ? Je te mets juste un time-out, voilà. Parce que là, franchement, c'est très très limite, quoi. C'est très très limite. Communiqué par Donald Trump lui-même cette nuit sur ses réseaux sociaux. Oui, c'est déplacé, exactement, c'est déplacé. Après, j'ai jamais vu Zalcher, il est souvent dans le chat, parce qu'il est souvent pas d'accord avec le chat. Je l'ai jamais vu faire des blagues de mauvais goût sur les Gazaouis ou quoi que ce soit jusque-là, donc voilà. Je te mets un time-out, mais juste
On parle d'un sujet tellement grave, fais pas preuve de ce genre de légèreté, même si tu penses que le chiffre de Krone était plus élevé que ce qu'il y avait vraiment, quoi. En 5 ans en Syrie, il y a eu 500 000, non, Yémen pareil. Donc là, Gaza, vu comment c'est concentré les bombardements tous les jours, les 600 000, c'est pas déconnant. Je pense pas que ça soit déconnant, mais effectivement, je sais pas d'où sort ce chiffre, mais peu importe, on s'en fout. Ah non, en fait, c'était pas 600 000, en fait, ça serait plus 300 000. On est dans les ordres de grandeur pareil, dans tous les cas, c'est un pourcentage absolument 1000 fois trop élevé de Gazaouis qui sont morts quand tu regardes, quoi. Voilà. Mais je veux bien une source et tout, il y a pas de souci, hein. Il y a pas de souci. Dans tous les cas, il y a pas besoin de sortir un chiffre précis pour dire que c'est beaucoup trop et que c'est un génocide. Voilà. Dans tous les cas, on est d'accord là-dessus. Allez, donc on va regarder juste le petit extrait pour introduire le sujet. Après, on lira un article du Monde qui va peut-être probablement un peu plus en profondeur. Et puis voilà, essayer de voir s'il y a des infos dans leur direct aussi, quoi. Voilà. Hop là. L'information a été Mais communiquée. voilà, le chiffre exactement n'est pas si important que ça. Dans tous les cas, le chiffre est largement assez élevé et ce qu'on voit sur Gaza depuis 2 ans nous permet de dire que c'est un génocide et que c'est l'horreur absolue. Le reste, voilà. Communiqué par Donald Trump lui-même cette nuit sur ses réseaux sociaux. C'est Francesca Albanese, la source ? Ok. Bah, moi, je connais pas ce chiffre précisément. T'as le chiffre officiel de morts confirmés qui est à 60 000, mais tout le monde dit et tout le monde sait qu'en vérité le chiffre est bien plus haut, ne serait-ce que parce que tous les corps qu'on n'a pas retrouvés et ce genre de choses. Donc voilà. Donc en tout cas, ça se compte en plusieurs centaines de milliers. C'est clair. Ça serait, a priori, si on devait faire une fourchette des morts réels dans cette histoire, ça serait entre 200 et 600 000, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Bref. L'Institut Lancet, il avait dit, le chiffre qu'il avait donné à la base, c'était 200 000, mais ça a dû évoluer avec la famine, etc. Je sais pas exactement. Maintenant, je dirais entre 200 et 600 000, et puis voilà, comme ça, on arrête de parler des chiffres précis. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais voilà. J'ai vu passer 680 000 du rapport de Francesca Albanese. Ok. Non, parce que l'autre fois, j'ai vu un Glupatate, je crois que c'était Glupatate, passer avec Louis Boyard sur un plateau télé, et Louis Boyard, il y a quelques semaines, il donnait le chiffre de 200 000, qui avait l'air déjà un petit peu plus confirmé. Donc, c'est pas grave. On va pas parler de ça pendant 10 plombes. C'est parti. L'information a été communiquée par Donald Trump. Du coup, voilà, c'est pour ça, Zalcher, là, ta petite remarque, tu saoules. L'information a été communiquée par Donald Trump lui-même cette nuit sur ses réseaux sociaux. Après 3 jours de pourparlers en Égypte, Israël et le Hamas ont officiellement accepté la première phase du plan de paix. Elle prévoit la libération de tous les otages ainsi que le début du retrait des troupes israéliennes. La joie dans la rue à Gaza comme en Israël ont immédiatement accompagné. Ok. Ça, c'est à Khan Younes à Gaza où tu vois des Palestiniens célébrer, quoi. Voilà. Alors, les Gazaouis, les Palestiniens de manière générale et les Gazaouis de la même manière, les Gazaouis sont des Palestiniens, mais en Cisjordanie c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire. Et dans la diaspora palestinienne c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a 60% des Palestiniens dans le monde qui vivent pas en Palestine, du coup. C'est des chiffres à peu près comme ça. J'ai regardé les trucs démographiquement il y a pas longtemps. Il y a à peu près 60% des Palestiniens qui vivent pas en Palestine, et notamment une bonne partie, je crois que c'est 3 millions de Palestiniens qui vivent en Jordanie à côté, quoi. Bon, peu importe. Mais je veux dire, parmi les Palestiniens, j'ai l'impression que c'est une réaction qui est assez partagée par tout le monde. Là, c'est ce qu'on voit un peu à Gaza, c'est que ils célèbrent parce que potentiellement c'est la fin des bombardements tous les jours et de la famine. Mais personne n'est dupe sur la nature coloniale du plan Trump. Voilà. Cette annonce, Antoine Fernandez. D'ailleurs, tu as la data linguistique de pourquoi il force autant sur le R du Hamas. C'est pour faire. C'est l'accent hébreu, quoi. C'est l'accent hébreu moderne. Ou en arabe, tu dis plus Hamas comme ça. Et le R, un peu qui racle, c'est plus en hébreu moderne. Je crois que c'est ça, non ? C'est bien ça ? À Gaza, comme en Israël, des scènes de liesse dans la rue. Non, c'est pas pour faire arabe. Non, c'est pas pour ça. C'est un jeu de mots aussi. Non, c'est pas pour faire arabe. C'est pas ça. C'est que dans la prononciation en hébreu moderne, l'hébreu moderne c'est la langue officielle d'Israël. L'hébreu de base c'est la langue liturgique du judaïsme, c'est la langue sacrée pour les prières, etc., etc. Et en gros, l'hébreu moderne, ils ont réadapté, on va dire, l'hébreu liturgique, mais à la vie de tous les jours, et on appelle ça l'hébreu moderne, quoi. Et dans l'accent de l'hébreu moderne, dans la prononciation, tu prononces comme ça. Enfin, vous avez déjà entendu des gens parler hébreu, j'imagine, et les R sont un peu comme ça, quoi. En gros, Hamas en arabe, ça veut dire un truc genre communauté soudée, solidaire, etc. Mais en hébreu, le mot Hamas, ça veut dire la violence barbare et aveugle. Ok. La prononciation est déjà de la propagande. Ok. Non, hébreu moderne, c'est pas le yiddish. Le yiddish, c'était une langue ashkénaze parlée en Europe de l'Est. C'est très rare de nos jours les gens qui parlent yiddish, c'est très très rare. Il y a encore des cours dans certaines écoles et tout, et il y a pas longtemps il y a un film qui a été tourné intégralement en yiddish. Il y a encore des locuteurs, mais c'est une langue qui est quasiment morte, le yiddish, parce qu'il y a eu la Shoah, quoi, tout simplement. Il y a eu la Shoah, il y a aussi beaucoup de survivants d'Europe de l'Est de la Shoah qui du coup soit se sont barrés aux États-Unis, ils parlent anglais, soit parfois se sont barrés en Palestine avant la création de l'État d'Israël et maintenant parlent hébreu. Et du coup des gens qui parlent yiddish en Europe de l'Est, il y en a quasiment plus parce que les communautés ont été exterminées littéralement, quoi. Et même en France, il y en a très très peu. Moi, ma grand-mère, elle parlait yiddish couramment. Ma grand-mère parlait yiddish couramment parce qu'à la maison, avec sa mère, elle parlait yiddish, quoi.
Parce que ma arrière-grand-mère était immigrée de première génération, elle n'avait pas la nationalité française, elle arrivait à tout début du XXe siècle, toute fin du XIXe, je ne sais plus exactement. Et moi, dans ma famille, ils parlaient yiddish. Voilà. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu une grande césure et cette transmission a arrêté de se faire, c'est de la Shoah, quoi. Voilà, quoi. Ma grand-mère parlait couramment yiddish, elle n'a jamais parlé un mot de yiddish à la maison avec mon daron, et mon daron ne parle pas un mot de yiddish, quoi. Classique, hein. Très classique. Hein. Souvent, chez les juifs ashkénazes, il y a ce genre de truc, quoi. Bref. Nous voici quelques minutes après. Les otages palestiniens en Israël, ils sont libérés. Vous pensez? Alors, dans le plan Trump, il y a en échange des otages israéliens, je crois, plus de 1000 prisonniers palestiniens qui sont censés être libérés, dont certains membres du Hamas qui pourraient avoir une amnistie s'ils décident d'arrêter de faire partie du Hamas. Il y a un truc comme ça. 2000, ok. 2000. Ça marche. Donc il y a bien plus de prisonniers ou otages, hein, on peut dire les deux mots, en vérité ça change pas grand chose. Il y a bien plus de prisonniers / otages palestiniens. Non mais après, on peut faire le truc sur sémantique entre prisonniers et otages. Je suis d'accord que de parler d'otages pour le Hamas et de prisonniers pour Israël, c'est un peu louche. Donc soit on utilise prisonniers pour les deux ou otages pour les deux. Pour moi c'est interchangeable, c'est pas... Bref quoi. Mais en tout cas, oui, il y a bien plus que 2000 otages / prisonniers palestiniens en Israël. Et là, il y en aurait 2000 qui, du coup, sont libérés. Il en resterait encore beaucoup dedans, quoi. Je ne sais pas exactement après dans les détails. On va voir. Et après 2 ans de guerre, résultat du plan en 20 points présenté par Donald Trump il y a 10 jours. Selon le président américain, qui fait lui-même l'annonce par téléphone à la télévision, la vingtaine d'otages encore vivants pourraient être libérés d'ici les prochains jours. Les otages vont être libérés, ça se fera probablement lundi. Tout est mis en œuvre pour les libérer. Nous pensons qu'ils reviendront tous lundi et cela inclura les corps des morts. Plus tôt dans la soirée... Donc ça, le Hamas a accepté a priori. Ils ont accepté de faire ça en échange de quoi? Tsahal, l'armée israélienne, se retire de la bande de Gaza. Et justement, ils étaient en mode, nous on veut bien accepter, mais il faut un calendrier un peu plus clair pour voir comment ils reculent. En fonction pour nous libérer les otages, etc. Et à la base, c'est pas clair, on sait pas exactement comment ils vont partir. Ça pue, et ça faisait partie des trucs que le Hamas voulait continuer à négocier et régler, et c'est ce qu'ils ont fait pendant les 3 derniers jours. Du coup, au Caire en Égypte, avec à la fois le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, le Hamas et des représentants israéliens, et pour négocier justement dans le détail un peu. Donc a priori, si le Hamas a signé et a accepté le plan Trump, c'est qu'ils ont eu un peu des garanties sur le calendrier de retrait des troupes israéliennes. Mais après, encore une fois, on peut compter sur Israël pour tout faire capoter, évidemment, mais aussi pour des raisons internes à Israël, la situation a un petit peu changé, ce qui fait que on peut se permettre d'y croire un peu plus que ces derniers temps. Je pense, encore une fois, tout ça à prendre avec des pincettes, évidemment. Mais il se passe un truc qui s'est pas passé ces derniers mois, même quand ça commençait à parler de cessez-le-feu là. Quand tu regardes la situation internationale, interne aussi à Israël, ce qui se passe, le rapport de force à la Knesset, le Parlement israélien, il y a un truc qui est en train de bouger quand même. Les lignes sont en train de bouger, je pense. À voir. Merci Boritis pour ton 6e mois, merci beaucoup. C'est en pleine réunion que le président américain apprend par son... Yiddish égale allemand, polonais, parler... Voilà, ça... On va pas parler du yiddish et des langues juives comme ça pendant 10 000 plombs parce qu'on va avancer sur le React. En tout cas, je sais que Linguistica, il y a des années, avait fait une vidéo sur le yiddish et sur les langues juives de manière générale. Elle était très très bien. Elle était très très bien, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. C'est très très intéressant. Secrétaire d'État, que l'accord va pouvoir être signé. Nous avons besoin de vous pour approuver... Attends, je finis juste là-dessus, ouais. Du coup, la source là sur le chiffre, c'est ça? 600 000, c'est le rapport de Francesca Albanese. D'accord, ok, ça j'avais pas vu. La spécificité du rapport de Madame Albanese, ça se dit Albanese, c'est qu'elle épingle particulièrement des entreprises qui collaborent avec le génocide, qui le financent. 60 entreprises internationales ont été accusées. Ok. Et c'est bien le rapport de Francesca Albanese sur les 600 000 morts, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés. Les chiffres, il est constitué des morts décomptés et des gens qui vont mourir d'ici quelques temps à cause de la famine. D'accord. C'est basé sur les estimations des morts de famine jusque-là à Gaza même, et des situations analogues de génocide moderne. D'accord. Donc c'est aussi un peu de l'ordre de la projection, mais évidemment, vu qu'il n'y a quasiment aucun journaliste qui a accès à la bande de Gaza, c'est évidemment le genre de méthode qu'il faut faire. Mais peut-être, et c'est aussi ça, à un moment donné, le mot d'ordre, c'est Stop the Genocide. C'est ce que tout le monde a dit pendant 2 ans, a raison. C'est aussi un peu le but, quoi. Donc peut-être que là, si de l'aide humanitaire arrive à venir, ce chiffre de 600 000 ne sera pas atteint. En tout cas, c'est un petit peu le but, quoi. Le but, c'est de cesser le massacre, quoi. Dans un maximum. Dans le maximum. Donc peut-être qu'un jour, on aura le vrai chiffre, entre guillemets. C'est encore difficile à dire, mais voilà, si l'aide humanitaire rentre assez tôt, peut-être qu'il y aura aussi des Gazaouis, des vies sauvées, en fait, tout simplement. Et qu'on pourra limiter au maximum. C'est un peu le but de faire un cessez-le-feu de toute manière, quoi. Ok. Donc je pense que dire, dans une fourchette de 200 à 600 000 en fonction de l'évolution de la situation, je pense que c'est peut-être pas mal.
sur Truth Social bientôt pour que vous puissiez annoncer le deal en premier. Le secrétaire d'État vient de me donner une note indiquant que nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient et ils vont avoir besoin de moi assez rapidement. La première phase de cet accord sera signée aujourd'hui même en Égypte. Là, on voit les débris partout, les bombardements, le résultat, même la fumée derrière. C'est en mode genre waouh. Mais ça, c'est pas l'endroit le plus rasé à Gaza, c'est ça le pire. Il y a des endroits, c'est qu'il n'y a plus d'immeubles. C'est intégralement rasé. Dans le nord de Gaza, il y a des endroits, c'est intégralement rasé, quoi. Quand on voit ces images, vraiment, c'est dur. Elle prévoit dans un premier temps un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages israéliens en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'armée israélienne annonce se préparer. Le chef d'état-major a ordonné à l'ensemble des forces de se préparer à conduire l'opération de restitution des otages prévue et d'être prêt à tous les scénarios. Benjamin Netanyahou, lui, juste voir sa gueule, je suis genre, oh, non, pas lui. Donc lui, Netanyahou, dites-vous, il est aussi dans une optique de sauver son cul de politicien. Il est de plus en plus impopulaire, même si sa coalition tient, en fait. Mais il y a un truc, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir, Netanyahou, en Israël. Il avait des emmerdes avec la justice avant le 7 octobre. Et il y a un truc où il peut risquer sa place de Premier ministre à certains moments. Donc il faut aussi comprendre que pour Netanyahou, c'est tout le cynisme du truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Trump, c'est pour son petit intérêt politicien personnel qu'il est là en train de vouloir se poser en homme de la paix et du cessez-le-feu. Netanyahou, à un moment donné, les décisions qu'il prend, c'est aussi pour sauver son cul de Premier ministre, quoi. Et donc là, du coup, il y a eu un truc interne à la Knesset, le Parlement israélien, où du coup, il y a les ministres Ben-Gvir et Smotrich, qui sont des ministres... Alors Ben-Gvir, si je dis pas de bêtises, non, Smotrich, c'est le ministre d'un parti qui s'appelle le Mafalda, un truc comme ça, Mafalda, je sais plus. Donc c'est le parti sioniste religieux, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe. Et Ben-Gvir, c'est le chef du parti Force Juive, qui sont deux partis d'extrême droite ultra vénères. Bon, en vérité, quand tu regardes la Knesset, c'est quasiment que des partis d'extrême droite dedans. 4-5 députés officiellement de gauche, un peu social-démocrates, et même l'opposition, c'est des centristes, quoi. C'est vraiment des centristes. Et le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, n'est pas officiellement, selon les critères israéliens, classé à l'extrême droite, mais de toute manière, c'est un peu retaillot, en fait, dans cette histoire. Vous voyez, Netanyahou, c'est un peu retaillot. Son parti n'est pas officiellement considéré comme un parti d'extrême droite, mais c'est un homme d'extrême droite, et personne ne doute de ça, y compris dans les alliances qu'il a fait. Imaginez que Benjamin Netanyahou, c'est Retailleau qui s'est allié avec le RN. Officiellement avec le RN et qui est dans une coalition avec le RN. C'est à peu près ça qui se passe. Bref, voilà. Toujours est-il que Ben-Gvir et Smotrich, qui sont des gens officiellement suprémacistes juifs et des espèces de les pires zinzins de la Terre, officiellement les pires zinzins de la Terre, même dans leur discours, vous voyez, il avance un peu plus caché, Netanyahou, déjà. Ben-Gvir et Smotrich menacent de se barrer de la coalition. Qui permet à Benjamin Netanyahou d'avoir sa majorité à la Knesset. Donc il faut plus de 60 sièges pour avoir la majorité, parce que c'est 120 sièges. Il y a juste une assemblée nationale qu'on appelle la Knesset, et il n'y a pas de Sénat là-bas. Bref, là je vous fais un peu le résumé. Et donc du coup, si Ben-Gvir et Smotrich et leur parti se barrent, il va perdre une vingtaine, je crois, de députés, et il va perdre sa majorité. Mais du coup, il y a le parti d'opposition centriste, c'est pas des camarades, c'est pas des gauchistes solides, et c'est des sionistes aussi, mais ils sont prêts à rejoindre la coalition de Netanyahou, si jamais l'extrême droite se barre, en échange de quoi ils veulent un cessez-le-feu définitif à Gaza, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Donc je veux dire, là il est en train de se faire un peu lâcher par son extrême droite, parce qu'il ne peut pas se permettre forcément d'annexer la Cisjordanie comme il disait le faire, parce que s'il y a une annexion de la Cisjordanie totale, en gros l'Arabie Saoudite notamment va vraiment pas le voir d'un bon œil et se retirer des accords d'Abraham, et donc du coup Trump, c'est pour ça qu'il lui met la pression, vous voyez. Merci Valeur Anarchiste pour le raid avec les 162 viewers. Merci beaucoup. Je finis parce que là je parle de choses un peu complexes. Je finis d'en parler. Donc l'extrême droite, on va dire l'aile droite de sa coalition à Netanyahou, veut annexer la Cisjordanie en réponse à la reconnaissance d'un État palestinien par la France et tous les autres pays. S'il y a une annexion de la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite sort potentiellement des accords d'Abraham. Si l'Arabie Saoudite sort des accords d'Abraham, Trump il est pas content parce que c'est son bilan de son premier mandat dont il est très fier diplomatiquement, les accords d'Abraham. Et donc du coup c'est pour ça que Trump commence à mettre un peu la pression à Netanyahou pour ne pas annexer la Cisjordanie et faire un cessez-le-feu à Gaza. Et donc Netanyahou il est emmerdé parce qu'il se prend une pression de Trump et il se prend une pression de son extrême droite aussi. Et donc du coup la solution de repli par rapport aux logiques internes à Israël, c'est de se débarrasser de son aile droite et aller s'allier avec l'opposition centriste du parti qui s'appelle Yair Lapid, pour conserver son poste de Premier ministre, au prix de quoi il doit se faire lâcher par son extrême droite et accepter un cessez-le-feu à Gaza. Donc tout ça est extrêmement intéressé de la part de tous les participants à cette négociation.
Enfin, en tout cas, Trump et Netanyahou, c'est toujours les ordures qu'on connaît. Ils brûleront dans le 7e cercle des flammes de l'enfer. À jamais, ça, il n'y a aucun souci pour le dire. Mais pour des raisons qui sont d'intérêt personnel et politicien, il y a un moment donné, ils se retrouvent un peu coincés parce que la situation diplomatiquement et d'un point de vue géopolitique a évolué par rapport aux pays arabes, par rapport aux pays européens notamment, et en interne à Israël aussi. Et peut-être même en interne aux États-Unis par rapport à Trump, mais ça, c'est encore dur de le dire. Et donc voilà. C'est pour ça que là, certains veulent croire au fait que le cessez-le-feu sera réellement appliqué, même si c'est un plan, encore une fois, je le redis, extrêmement imparfait et surtout qui entérine la situation coloniale en Palestine. Et voilà, c'est pour expliquer un peu d'où ça sort cette histoire, quoi. Là, comme je vous disais la dernière fois, j'ai un peu fait mes devoirs. Là-dessus, je me suis vraiment renseigné. Ça fait 2 semaines que j'ai des trucs là-dessus et que je discute avec des gens. Voilà. C'est diplomatique et une victoire pour Israël. Ils ne sont pas signataires de l'accord d'Abraham, mais l'accord d'Abraham, c'est aussi entre l'Arabie Saoudite et l'Israël. Je sais pas s'ils sont signataires, mais il y a un truc comme ça. Attendez. Attendez, je confonds. Ah non, je confonds avec les Émirats Arabes Unis. Putain, c'est trop de la merde. Ah non, c'était rejoint ensuite par le Soudan et le Maroc. Ah, je me suis gouré, j'ai confondu avec les Émirats Arabes Unis. Merde. Attendez. Ah non, non, pas du tout. Ah, je me suis gouré. Oh, excusez-moi, j'avais bien expliqué pourtant. Merde. C'était les Émirats Arabes Unis. Pardon. Ribaud confond les Arabes. Bon, ça va, c'est compliqué. C'est compliqué déjà cette histoire. C'est pas évident. Je me suis gouré, c'était entre les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, Israël, et rejoint ensuite par le Soudan et le Maroc. Je me suis trompé. Le Qatar n'est pas signataire, non, ça je l'ai pas dit. Bon, en tout cas, ça change rien à la dynamique que j'expliquais. Il y a des pays qui sont en mode, s'il y a une annexion de la Cisjordanie, les accords d'Abraham, ça va être compliqué et on va pas rester dedans. Et donc, ça fout la merde, et c'est aussi pour ça que Trump met une pression à Netanyahou. Bon, ça change pas ce que je disais, j'ai confondu, je pensais aux Émirats Arabes Unis, j'ai dit Arabie Saoudite. C'est des choses qui arrivent, là, c'est des trucs des géopolitiques assez complexes. Hein. En tout cas, vous pouvez vérifier tout ce que j'ai dit sur la Knesset et compagnie, c'était vrai. Mais c'est aussi pour ça, encore une fois, merci. C'est aussi pour ça que le format Twitch est intéressant. Là, j'ai dit une bêtise, vous m'avez corrigé et c'est parfait. Avec l'Arabie Saoudite, c'est en train de se négocier. Enfin, Trump essaye de faire le forcing. Voilà, je pense que c'est ça. J'ai un peu mélangé. Justement, il aimerait bien étendre les accords d'Abraham, Trump, à l'Arabie Saoudite. Et du coup, s'il y a une élection de la Cisjordanie, c'est mort. C'est mort. Pour un vocal, je suis pas chaud maintenant pour le vocal parce que là je suis en train de faire mon truc. Après il y a encore l'article à lire. Une autre fois, Chrono, en vrai. Une autre fois, je serais chaud pour en parler avec toi. Voilà. Sachant que là encore une fois, là j'essaie de parler vraiment géopolitique et diplomatie derrière. Il y a plein d'autres sujets évidemment quand on parle de la Palestine et de Gaza. Là c'est l'angle diplomatique et géopolitique. Imaginez que je suis que je fais un truc à la Pascal Boniface, quoi. Voilà. Je dis ça parce que j'ai regardé des vidéos de Pascal Boniface entre autres pour préparer ce sujet, quoi. Voilà. Là j'essaie d'avoir une approche de géopolitologue. Pour tenter d'expliquer un petit peu ce qui se joue là. Et après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je vous dis. Voilà. Considérez-moi comme un journaliste en géopolitique. Le plan pour la paix présenté par Donald Trump prévoit aussi... Les Saoudiens menacent de ne pas signer si Israël annexe la Cisjordanie. Voilà, c'est pour ça que j'ai confondu, merci. Il y avait bien un truc avec l'Arabie Saoudite, c'est que Trump aimerait bien étendre les accords d'Abraham à l'Arabie Saoudite, qui est un acteur hyper important dans le monde arabe, quoi. Et en fait, s'il y a une annexion de la Cisjordanie, l'Arabie Saoudite ne rentrera jamais dans les accords d'Abraham, c'est sûr, quoi. Donc déjà, c'est pour conserver son bilan des accords d'Abraham de son premier mandat et pouvoir l'étendre à l'Arabie Saoudite qui normaliserait ses relations avec Israël. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle par ailleurs, hein, quand on y réfléchit. Mais pour Trump, c'est ce qu'il veut, en tout cas. Retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas. Le président américain devrait se rendre au Moyen-Orient d'ici la fin de la semaine. Bonjour Sabrina Belhassen, vous êtes membre du collectif des familles d'otages depuis 2 ans. Est-ce qu'on passe à l'article du Monde directement pour essayer d'aller plus en profondeur ? Ou pas ? Mais bon, en tout cas, on a vu un truc qu'on n'a pas vu si souvent, et c'est pas pour dire « Regardez, on va vers la paix. Au final, ils se font la guerre depuis le début. C'est plus beau quand ils font la paix. » C'est pas du tout le discours que j'ai envie de tenir, parce que parler de paix quand c'est une situation coloniale avec un pays qui génocide un peuple, c'est pas une histoire de faire la paix, il y a des torts partagés partout. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais force est de constater que c'est relativement rare, depuis 2 ans, d'avoir vu des scènes de réjouissance en Palestine et à Tel Aviv en même temps. Moi, j'ai pas vu ça dernièrement, quoi. Voilà, à Khan Younes et à Tel Aviv. Ah non, je l'ai dit avec l'accent, j'ai dit avec l'accent hébreu moderne. J'ai dit comme on prononce Hamas. Ah désolé, hein, not beating the Zionist allegations. J'arrête, excusez-moi, c'est de l'humour. Mais c'est rare de voir quand même les 2 images en même temps. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir, mais en tout cas, c'est peut-être le symptôme qu'il y a un truc qui est un peu en train de changer, quoi. Il y a un truc qui est en train de... Les lignes sont quand même un peu en train de bouger. Le vent est quand même un peu en train de tourner, j'ai l'impression. Et je veux dire, après 2 ans de génocide, c'est beaucoup trop tard, mais bon. Des familles d'otages depuis 2 ans. C'est bien comme ça qu'on dit, je l'ai bien dit ?
Les rebeux du chat, vous confirmez? Ça va. D'attente, beaucoup d'espoir déçu aussi. On a vu les scènes de liesse dans ce sujet. Et vous, quel est votre état d'esprit ce matin? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que vous êtes... Ah non, d'accord, c'était pas juste un H, c'était avec le K. Donc c'est bien Khan Younes, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est que D'accord, le d'accord. super Non, c'est bon, il y avait le K. C'est quand c'est juste un H tout seul, là, faut l'aspirer un petit peu, faire vibrer un peu la gorge, comme pour dire ah, Arbi. J'ai roulé le R, on le dit pas. Bon, je sais bien, ça c'est le truc que les blancs n'arrivent pas à prononcer. Ok, bref, allez. Soulagé, ou est-ce que vous restez... Ne jamais traiter un arabe de rebeu? Mais j'ai traité personne, je dis les rebeux du chat. C'est irrespectueux de dire les rebeux du chat. Non, c'est le 3 Arbi. Bon, excusez-moi, les arabes du chat, les arabophones du chat. C'est mieux comme ça? Donc ça passe, voilà. Je peux dire les DZ du chat aussi, sinon. Ça va, c'est pas irrespectueux. Méfiante. Il faut dire que je crois que la plupart de la population en Israël n'a pas fermé l'œil cette nuit. C'est une joie immense. Bon, on voit quand même qu'à Tel Aviv, ça célèbre en faisant péter des bouteilles de champagne. À Gaza, ça célèbre en levant les bras vers le ciel au milieu des décombres et des cadavres. Voilà. Et bon, sur la FMTV, c'est le côté israélien qui parle, quoi. Il y a toujours l'espoir. Et tant qu'il y a l'espoir... Le H de Hamas, c'est un H soufflé. Bon, continuez à parler yiddish et arabe et hébreu moderne dans le chat, c'est très bien, mais là, il faut que j'avance, moi. Il y a la vie. Et ça résume en fait une phrase qui est dite tout le temps en Israël, Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant et il célèbre la vie. Et c'est ça tout notre espoir. Espérer que les 20 otages qui sont toujours vivants rentrent en Israël vivants et qu'on récupère les corps des 28 autres. Et enfin, qu'on puisse guérir, cicatriser notre plaie. Nous vivons avec une plaie ouverte, cela fait déjà 2 ans. Et voilà, merci Onibaku, lui il sort les trucs en alphabet arabe. Voilà, merci. La joie est immense. En plus de savoir qu'ils reviendront jour pour jour, d'après le calendrier hébraïque, après cette terrible... Israël célèbre la vie, hein. La vie de qui? Israël célèbre leur vie à eux, au détriment de la vie des autres, hein. Aïe, 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 aïe. Journée du 7 octobre 2023. Aïe, 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 aïe. Donc oui, de toute manière, la sensibilité israélienne par rapport à toute cette histoire, c'est bring back them home, quoi. C'est ramener les otages. Il y a eu un gros poids politique qu'ont eu les collectifs de familles des otages. Les manifestations, c'était en mode ramener les otages. Et se ramener les otages, c'est un peu transformé, pour des mauvaises raisons, hein, mais en arrêter la guerre pour ramener les otages. Ce qui fait se poser la question, si les otages sont ramenés, comment va réagir le peuple israélien par rapport à tout ça? Est-ce que ça va aller vers peut-être c'est pas une désescalade le bon mot, mais une déradicalisation? Ou au contraire, ça va aller vers c'est bon, on a récupéré les otages, donc maintenant, let's go, on peut continuer la colonisation et le génocide. Dur à dire de manière binaire comme ça, quoi. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ils n'ont jamais eu besoin d'otages, faut arrêter. Mais oui, évidemment. Mais là, dans ce traité de paix, si ça va vraiment vers un cessez-le-feu et tout, bon, bah, la question des otages est centrale sur le côté israélien, quoi. Je crois zéro, ça va juste rien changer. Bah là, après, on en revient sur les discussions sur dooming versus espoir, etc. etc. Le gouvernement israélien, on n'a rien à foutre des otages. Mais c'est juste qu'aussi, là, Netanyahou est acculé. Il a de moins en moins de soutien à l'international. Il a de moins en moins de soutien, y compris en Israël. Et il y a ce côté-là, quoi. Donc ça sera jamais par bonté de cœur que Netanyahou fait quoi que ce soit. Ça sera jamais par souci du sort des Palestiniens qu'Israël fera quoi que ce soit. Et pareil pour Trump, évidemment. Mais on va voir comment ça évolue. Je doute pas, je trouve juste pas l'espoir ici, j'en ai ailleurs. Oui, tout à fait. Après, moi, encore une fois, hein, si le cessez-le-feu est respecté et si ce truc-là est à peu près en train de se faire, et si surtout ça permet l'arrêt des bombardements et la rentrée d'aide humanitaire dans Gaza, moi, je me réjouirais. Même si je me dis, bah voilà, c'est que le début d'un chemin vers l'émancipation totale et complète du peuple palestinien qui se fera pas sans un vrai truc et qui ne sera pas juste une solution à 2 États avec la Gaza et la Cisjordanie morcelée et ce genre de choses. Hein. Tant qu'il n'y aura pas la fin de l'apartheid sur tout le territoire israélien, le droit au retour pour tous les exilés palestiniens, encore une fois, hein, les exilés palestiniens, 60% à peu près des Palestiniens ne vivent pas en Palestine, en fait. D'où l'idée de droit au retour. Et vous savez quoi? Israël a le droit au retour pour tous les juifs du monde. Israël, alors ça c'est la vision sioniste, hein, du coup. C'est la vision sioniste, c'est la vision d'Israël. Israël est en mode tous les juifs ont le droit de devenir israéliens. Donc du coup, on a un tiers à peu près du peuple juif qui vit en Israël. Et les autres, c'est les juifs en diaspora qui pourraient très bien nous rejoindre s'ils le veulent. C'est ça la logique
israélienne et la logique sioniste derrière. Avec ce truc du droit au retour. C'est du droit au retour, c'est exactement la même chose. Où n'importe quel juif peut effectuer son alia, c'est-à-dire aller émigrer en Israël. Quoi. Ça, vous pourriez en parler avec Echarp, elle expliquerait ça mieux que moi. Mais du coup, il y a cette idée de droit au retour pour tous les juifs du monde en Israël, État refuge des juifs, etc., etc. Il y a cette idée-là. Et il y a l'idée dans le combat palestinien, et c'est un truc qui est vraiment central dans l'antisionisme et dans le combat pro-palestinien de manière générale, qui a un droit au retour pour les Palestiniens par rapport à ce qu'on appelle la Nakba. Donc c'est le moment... la Nakba, c'est en 1948, quand il y a eu la création de l'État d'Israël. Après, il y a eu une guerre qu'on appelle la guerre israélo-arabe, je crois que c'est ça son nom officiel. Et donc du coup, il y a énormément, des millions de Palestiniens qui ont fui leur terre, tout simplement, et qui maintenant sont en exil, quoi. Et donc ça s'appelle la Nakba, ce grand exil des Palestiniens. Voilà, il y en a que certains qui sont restés sur des territoires officiellement palestiniens mais occupés, et d'autres aussi maintenant qui vivent en Israël officiellement dans le découpage en Israël, qui sont citoyens israéliens tout en étant des Palestiniens. Et je veux dire, il y a ce truc quasiment de péché originel de la Nakba, où c'est le grand traumatisme du peuple palestinien qui maintenant à 60% vit hors de la Palestine. Voilà, donc 3 millions à peu près en Jordanie. Donc je veux dire, il y a ce truc central pour résoudre la situation en profondeur, tant qu'il n'y aura pas fin de l'apartheid sur tout le territoire, droit au retour pour les Palestiniens, dans tous les cas, on n'aura pas le cul sorti des ronces. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que ce truc de droit au retour palestinien peut être en miroir à ce fameux droit au retour israélien avec les juifs qui ont le droit de faire leur alia. Et dans une idée de solution à un État binational, par exemple, peu importe la forme technique qu'il prend, et ben ça pourrait être ça en mode genre droit au retour pour tout le monde. Et maintenant, on vit en paix et justement, on fait de ce nouvel État unique un symbole de la paix et un symbole de la... Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, c'est ça mon avis sur la solution à 2 États et un État. Mon vrai avis, c'est ça. Hein. Mais en attendant, il y a l'urgence du cessez-le-feu, l'urgence de la fin du génocide, qui fait que moi, quand je vois ça, je me dis, ok, c'est peut-être une nouvelle qui va aller vers juste une fin des massacres, ou en tout cas un gros ralentissement des massacres. Et moi, je prends ça, mais il faut se rappeler dans un coin de la tête qu'une fois que c'est fait, il ne faut pas arrêter de parler de la Palestine, et que le combat des Palestiniens ne fait que reprendre, peut-être dans une forme à laquelle on est plus habitué, et peut-être qu'après cette séquence absolument horrible et génocidaire, l'opinion internationale a changé, et que peut-être on aura un chemin vers une paix durable, quoi, tout simplement, et une cohabitation des Juifs israéliens avec les Arabes palestiniens sur ce territoire, ce qui est l'horizon à avoir, et ce qui est le seul truc qui pourra régler durablement le conflit, pardon. Enfin, le conflit entre guillemets, le conflit colonial quoi. Voilà. Mon avis, c'est abolir cet État sioniste qui prend le nom de la Terre Sainte et par son blasphème retarde l'arrivée du Machaya. Bon, alors ça, moi, je suis pas sur cette ligne-là parce que ça, c'est une ligne de juifs orthodoxes, tu vois. Mais la solution à un État, quand on parle de la solution à un État, c'est ça quoi. Tu t'avances beaucoup sur la fin des hostilités de l'IDF. Moi, je m'avance pas. Je dis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas. Là, il se passe quelque chose de l'ordre du cessez-le-feu qui ne s'est pas passé avant, qui correspond aussi à cette évolution diplomatique et géopolitique. Moi, c'est tout ce que je dis. Et il y a un monde où le cessez-le-feu fonctionne à peu près. Il y a un monde où Tsahal, effectivement, recule, rend les 2000 otages palestiniens, et que derrière, l'aide humanitaire rentre dans Gaza. Ça, c'est pas impossible que dans quelques semaines, on voit des camions rentrer dans Gaza pour apporter l'aide humanitaire. C'est pas exclu, c'est vraiment pas exclu. Donc je me dis, voilà, j'essaie de vous expliquer la situation pour que peut-être cet espoir-là est permis. Pas un espoir qui englobe toute la situation palestinienne, évidemment. Après, vous faites ce que vous voulez de l'information. Si vous y croyez pas, si vous y croyez, ça c'est entre vous et votre sensibilité, j'ai envie de dire. Donc ce que je vous propose, c'est de finir en lisant l'article du Monde rapidement. Après, on a un peu fait le tour là, non? Vous en pensez quoi? Parce qu'on a regardé le petit sujet, et puis j'avais déjà un peu taffé le truc. Vous voulez lire l'article ou on s'arrête là? Vous en pensez quoi? En vrai, c'était déjà pas mal, je pense. Je trouve qu'on a un peu fait le tour du sujet, j'ai expliqué un peu la situation géopolitique, etc. On regarde juste le direct? Lire l'article? Vous voulez lire l'article? Réunion du gouvernement israélien sur le sujet de cet après-midi. Alors de toute manière, on va continuer à parler de ça. Hein. On va continuer à parler de ça, évidemment. Hein. Évidemment, dans les prochaines semaines, ça sera un des sujets. Ça sera un des vrais sujets avec toute la popole de politique française, évidemment.